Les enfants sont rois, suite. Brigade criminelle 2019. Disparition de l'enfant Kimi Dior. Objet, transcription et exploitation des dernières stories Instagram postées par Mélanie Clos, épouse Dior. Story 2. Diffusée le 10 novembre à 16h55. Durée 38 secondes. Mélanie Clos est dans sa voiture. Elle tient le portable à bout de bras et parle face caméra. Le nom du filtre utilisé, yeux de biche, est inscrit en haut à gauche de l'écran. Elle oriente ensuite l'appareil vers ses enfants, tous deux installés à l'arrière du véhicule. Samy fait un sourire à la caméra, Kimi suce son pouce et caresse son nez avec un chameau en tissu. La petite fille ignore le portable braqué sur elle et ne sourit pas. Mélanie. Coucou mes chéris, merci 1000 fois. Vous avez été très très nombreux à voter pour nous aider. Et vous avez choisi pour Kimi les Nike Air dorés. Bien sûr, comme toujours, nous avons suivi vos conseils, et c'est elles que nous avons achetées. Elles sont magnifiques. Un grand merci pour votre aide et votre participation. Je vous les partagerai tout à l'heure, pour que vous puissiez les voir à ses pieds. Elles lui vont à merveille. Maintenant on rentre à la maison. Mais on ne vous abandonne pas. À très vite mes chéris. Clara Roussel terminait une licence de droit à la Sorbonne lorsqu'elle décida de s'inscrire au concours national de la police. Elle avait 24 ans. Comment l'idée lui était venue, un matin, sans que rien les jours précédents pût laisser présager ce revirement, elle ne savait l'expliquer. Tout au plus pouvait-elle évoquer un besoin de justice, l'envie de se sentir utile, un idéal de protection et de défense des citoyens, autant d'arguments banals qui n'étaient en réalité que des prétextes. Parce qu'elle ne pouvait pas dire, comme elle le ferait plus tard, sans aucune gêne ni aucun scrupule, je vais voir le sang, l'horreur et le mal de plus près. Elle avait pourtant lu peu de romans policiers, hormis quelques Agatha Christie lors d'un été pluvieux en Bretagne, et ne regardait aucune série. Elle était adolescente quand ses parents avaient consenti à acheter leur premier poste de télévision, dont ils avaient limité l'usage aux débats et aux documentaires. 2 films vus au cinéma avaient en revanche frappé son imaginaire. Serpico, de Sidney Lumet, un des films cultes de son père, et Police, de Maurice Pialat. Son petit ami de l'époque venait d'intégrer l'école de la Fémis et avait entrepris de lui faire découvrir le cinéma français. Clara avait quitté le domicile familial après sa 2e année d'université, pour une colocation dans le 13e arrondissement, à 2 pas de la porte de Gentilly. Le loyer était bas et l'appartement meublé. Ils étaient 3. Les 2 autres formaient officiellement un couple dont la crédibilité lui échappait. Non seulement tous les opposaient, mais aucune électricité sexuelle ne semblait circuler entre eux. Et pour cause. Clara n'avait pas tardé à découvrir ce qu'on appelait dans sa famille, avec un goût revendiqué pour le second degré, le pot aux roses, à savoir que l'un et l'autre entretenaient une véritable relation amoureuse chacun de son côté, avec une personne du même sexe, leur association n'étant qu'une couverture destinée à des parents peu ouverts d'esprit. Les parents de Clara, quant à eux, auraient accepté sans problème que leur fille fût lesbienne. Ce n'était pas le cas, a priori, mais ils crurent à une blague de mauvais goût lorsqu'elle leur annonça qu'elle était inscrite au concours national de la police. La première épreuve est une dissertation de culture générale, poursuivit Clara, après leur avoir expliqué que le concours externe d'officier était réservé aux personnes titulaires d'au moins une licence ou d'un diplôme de niveau équivalent. Si elle réussissait, l'entrée à l'école se ferait rapidement après le concours. Ces détails et le ton employé par sa fille, excluant l'hypothèse première d'une plaisanterie post-adolescente, obligèrent le père à s'asseoir. Pendant quelques minutes, il eut du mal à respirer, et Clara songea à cette expression, le souffle coupé, qu'il employait souvent. Les mains tremblantes, sa mère évitait de croiser son regard. Peut-on tout dire sur Internet fut le sujet de culture générale proposé aux candidats cette année-là. Clara passa ensuite une épreuve de résolution d'un cas pratique à partir d'un dossier documentaire à caractère administratif, puis un questionnaire à réponse courte sur le droit administratif général et les libertés publiques, un questionnaire sur les connaissances générales,
et une dernière épreuve d'admissibilité portant sur la procédure pénale. Elle fut ensuite convoquée pour les épreuves physiques, un test d'endurance cardio-respiratoire et un parcours d'habileté motrice. Elle passa le premier avec succès. Le second lui laissa une impression mitigée. Clara était un petit gabarit. Un sacré petit bout de bonne femme, disait son oncle Dédé, une expression qui la mettait en rage. Enfant, elle avait passé toutes sortes d'examens médicaux afin d'expliquer sa petite taille. Pendant quelques mois, il avait même été question d'un traitement à base d'hormones de croissance, puis Réjeanne et Philippe, en accord avec leur fille, avaient décidé de laisser faire la nature. À l'âge adulte, Clara avait atteint 1,54 m. Elle était petite, mais parfaitement proportionnée. Agile, sportive, elle ne manquait pas d'endurance et ne redoutait pas l'épreuve. Ce jour-là, après un début prometteur sous le regard du commandant M, un homme blond d'une quarantaine d'années, dont la prestance et le magnétisme ne lui avaient pas échappé, elle perdit l'équilibre sur la poutre, chuta, se releva, puis partit à grande vitesse dans le mauvais sens. Dans le gymnase, des rires fusèrent, et une voix forte ironisa. « Par ici la sortie !» Clara s'arrêta, prit quelques secondes pour calmer sa respiration. Elle regarda le commandant dans les yeux, guettant sur son visage l'autorisation de poursuivre. L'expression de l'homme était indéchiffrable. Fière, sans un mot, elle reprit son parcours. En rentrant chez elle, Clara songea qu'elle avait fait preuve d'une habileté motrice, certes aléatoire, mais d'une tolérance indéniable au sentiment de ridicule, ce qui, dans la police, devait sans doute être utile. Mélanie avait reçu l'appel un matin à 9h. Elle était prise pour la toute première saison de Rendez-vous dans le noir. Choisie, retenue, élue. Elle avait sauté de joie en répétant plusieurs fois « C'est pas vrai, c'est pas vrai », puis avait été saisie d'une forte nausée, au point qu'elle avait dû s'allonger sur le ventre. Elle avait ensuite téléphoné à sa mère, laquelle avait d'abord cru qu'elle affabulait, avant de conclure « Tu ne vas quand même pas te mettre des idées dans la tête ». Un peu plus tard, Mélanie avait dû remplir une demande de congé sans solde, le tournage ayant lieu en plein milieu de la semaine. Le moment n'était pas idéal, mais la directrice avait accepté. Le jour venu, un assistant candidat avait conduit Mélanie en voiture jusqu'à la ville de Chambourcy, où se trouvait la maison louée par la production. On trouve encore sur Wikipédia la présentation du programme. Rendez-vous dans le noir est une émission de télévision française diffusée sur TF1 du 16 avril 2010 au 11 avril 2014. 3 saisons. Le principe de l'émission y est succinctement décrit. Trouveront-ils l'amour ? 3 femmes et 3 hommes célibataires sont réunis dans une grande villa. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. La seule pièce commune est une chambre noire, équipée de caméras infrarouges, dans laquelle ils sont convoqués pour apprendre à se connaître dans l'obscurité totale. Ils choisissent alors un partenaire qu'ils vont retrouver en tête-à-tête dans la chambre noire. À la fin de l'émission, ils découvrent à la lumière la partenaire choisi et doivent alors décider s'ils veulent aller plus loin. Après des audiences décevantes, l'émission est remplacée par « Qui veut épouser mon fils ?» Des 3 filles, Mélanie arriva la première. Dans l'armoire, une étiquette avec son prénom délimitait son territoire. Elle installa ses affaires dans la partie qui lui était réservée. Elle avait emporté ce qu'elle avait de plus voyant, avertie néanmoins que la production pouvait leur proposer des vêtements adaptés à son style et à sa personnalité si elle le jugeait nécessaire. Un autre assistant candidat passa une tête pour savoir si elle n'avait besoin de rien, ce à quoi elle répondit par la négative, bien qu'étant affamée, terrorisée et frigorifiée. Le régisseur avait oublié de brancher le radiateur électrique dans la chambre. Il l'invita à rejoindre le salon, car les 2 autres candidates n'allaient pas tarder à arriver. Elle devait maintenant rencontrer ses rivales. Leur réaction serait bien entendu filmée lorsqu'elles se découvriraient mutuellement. Assise sur le vaste canapé recouvert d'un tissu rose, Mélanie eut une pensée pour Loana. Mais cette fois, c'était elle, Mélanie Clos, qui était face à la caméra.
du bon côté de l'écran. Elle qui était au milieu du cadre, elle qui serait bientôt vue par des millions de téléspectateurs, reconnue dans la rue, poursuivie, adulée. Une vague d'émotion la submergea, et pendant quelques secondes, elle se vit sortir d'une voiture luxueuse, submergée par une marée de fans brandissant des carnets ou des photos pour obtenir un autographe. Elle pouvait ressentir physiquement cet assaut d'amour et d'admiration, et la joie qu'il lui procurerait. Un état de grâce, une béance ancienne enfin comblée. Mais très vite, consciente que la rêverie allait trop loin et qu'elle commençait à libérer dans son cerveau une molécule puissante, addictive, Mélanie balaya cette vision. Par la baie vitrée, elle aperçut une jeune femme blonde qui s'avançait vers la porte en traînant derrière elle une grosse valise. Pendant quelques secondes, elle ne put détacher son regard de ses jambes, des jambes immenses, fines et mates, augmentées par des talons aiguilles d'au moins 10 centimètres. Elle sentit son sang quitter son visage et refluer vers ses pieds. La concurrence s'annonçait rude. Savane entra dans la pièce et lui lança un bonjour dont la tonalité révélait l'arrogance et cette conscience qu'elle avait d'incarner le fantasme masculin, une supériorité sensuelle, érotique, que peu de femmes pouvaient égaler. Elle portait un bustier léopard et une mini-jupe en cuir noir, pour ne pas dire une ceinture, songea Mélanie. Elle peinait à dissimuler son angoisse et serra les poings. Elle avait cessé de se ronger les ongles quelques années plus tôt, mais parfois l'envie revenait, avec l'autorité de la compulsion. Elles s'embrassèrent et, sous l'œil avide des caméras, échangèrent des banalités. La télé-réalité avait depuis longtemps renoncé au principe du direct, qui manquait cruellement de tension dramatique. Toutefois, l'une et l'autre savaient que chacune de leurs paroles, chacun de leurs gestes, pouvait être retenu au montage. Puis la troisième candidate arriva, aussi brune que Savane était blonde, et tout aussi vulgaire, pensa Mélanie, néanmoins fascinée par sa coiffure, de longs cheveux couleur d'ébène, raides et brillants, et son short en jean, dont le tissu effiloché ne dissimulait pas tout à fait le bas des fesses. Elle était belle, elle aussi, de cette beauté hautement attractive, sexuelle, que Mélanie n'atteindrait jamais. Plus que tout, elle enviait ce pouvoir de captation. Une fois les présentations terminées, on leur demanda de revêtir leur tenue la plus sexy et de passer au maquillage. Elles avaient rendez-vous au salon. Mélanie trouva sur son lit une jupe courte et un dos nu qu'elle enfila sans se poser de questions. La maquilleuse se chargea ensuite de lui donner bonne mine. Mélanie s'inquiéta de la dose de fond de teint employée. L'assistant la rassura avec douceur, ils connaissaient leur métier. Un coiffeur lissa ses cheveux au fer et s'extasia sur leur couleur. Il avait rarement vu un châtain aussi intense. La nuit venait de tomber lorsqu'elle se regarda dans le miroir. Mélanie eut la sensation de voir une autre version d'elle-même, une version magnifiée, sublimée, mais qui ne pouvait subsister. Car toujours les carrosses redeviennent citrouilles, songea-t-elle, et les robes de bal se transforment en haillons. Au salon, on leur servit un premier cocktail. La liqueur bleue que Mélanie ne connaissait pas, mélangée au soda et ornée d'une rondelle de citron, détendait peu à peu ses membres, son cou, ses épaules. De l'autre côté de la villa, dans une partie du bâtiment qui leur était inaccessible, les garçons étaient arrivés. Après quelques verres, les filles se mirent à rire, et une complicité suave les enveloppa. La voix de la production, diffusée par un haut-parleur au-dessus du canapé, orientait plus ou moins leurs échanges. Elle leur demanda de décrire le type d'homme qui leur plaisait, ou d'expliquer pourquoi elles étaient célibataires. Vanessa et Savane aimaient les hommes solides, musclés. Mélanie avait un faible pour les hommes ronds, légèrement enveloppés. Un peu nounours, précisa-t-elle, et elles éclatèrent de rire toutes les trois. Savane avait un enfant qu'elle élevait seule, Vanessa venait de quitter un homme jaloux. Une expression de douleur fugace passa sur son visage. Mélanie expliqua qu'elle était romantique et qu'elle attendait sa moitié, l'homme avec lequel elle pourrait fonder une famille. 3 ou 4 cocktails plus tard, elles sursautèrent lorsque la voix les interrompit de nouveau. Savane, Vanessa et Mélanie, vous êtes attendues dans la chambre noire.
Mélanie n'avait pas imaginé que l'obscurité serait si dense. Elle avança à tâtons, les mains tendues devant elle. Elle rencontra un obstacle, comprit qu'il s'agissait d'un fauteuil, et s'assit. Seuls étaient visibles, aux quatre coins de la pièce, les indicateurs lumineux des caméras infrarouges. Savane et Vanessa entrèrent après elle. Elle les aida à repérer les fauteuils de part et d'autre du sien. Lorsque les filles furent installées, on fit entrer les garçons. Aussitôt, un parfum musqué, fort, se répandit dans la chambre. Jamais le noir ne lui avait semblé si noir. Chacun énonça son prénom, les filles d'abord, puis les garçons. Une fois passées les présentations d'usage, la voix les incita à se lever et à faire connaissance de manière plus tactile. Vous pouvez vous toucher, vous palper, vous découvrir. Vous ne vous voyez pas, mais vous devez utiliser tous vos autres sens pour faire connaissance. L'un des garçons s'approcha de Mélanie et l'enlaça par la taille. Le corps de la jeune femme se raidit. Johann perçut malgré tout le volume de ses seins et pour en chercher confirmation, la serra un peu plus contre lui. Lorsqu'il plongea le nez dans son cou pour respirer son odeur, elle ne put réprimer un mouvement de recul. « Oula, farouche, la donzelle !» s'exclama-t-il un peu trop fort. La voix intervint. « Mélanie, n'hésitez pas à faire connaissance avec vos prétendants. » Juste à côté d'elle, elle entendit des soupirs et des gloussements. Savane et Carmelo s'étaient rapprochés de manière significative. Johann, refroidi, la contourna pour rejoindre Vanessa. Pendant le reste de la séance, les filles et les garçons se touchèrent, se respirèrent, se caressèrent. Les trois garçons s'étaient regroupés autour des deux autres filles, les mains s'aventuraient, flâneuses et sensuelles. Il s'agissait de se séduire, de s'amadouer, car leur sort en dépendait. Autour d'elle, Mélanie pouvait sentir les effluves de transpiration mêlés aux différents parfums. L'odeur du désir, puissante, âcre, avait envahi peu à peu la pièce. Quelques minutes avaient suffi pour la reléguer hors du jeu. À plusieurs reprises, la voix demanda aux garçons de s'approcher d'elle, ce qu'ils firent, sans plus jamais la toucher. Après un temps infiniment long qu'elle n'aurait su évaluer, au montage la séquence ne durerait qu'une quinzaine de minutes, la voix leur ordonna de sortir de la chambre noire et de regagner leurs espaces respectifs. Plus tard, dans le confessionnal, alors que chaque garçon devait annoncer face à la caméra quelle jeune femme il souhaitait retrouver en tête-à-tête, Mélanie ne fut choisie par aucun. Elle quitta le jeu le lendemain, raccompagnée par un assistant candidat. La production l'avait autorisée à garder la jupe et le dos nu et lui avait remis, non sans emphase, une palette de maquillage offerte par la marque de cosmétiques qui sponsorisait l'émission. Dans la voiture, elle pleura un peu. Songeant que c'était la solution la moins embarrassante pour eux deux, l'assistant candidat monta le son de la radio. Mélanie regardait défiler les arbres, les champs, les villages, puis aux abords de Paris apparurent les entrepôts et les barres d'immeubles. Lorsque la voiture s'inséra dans la circulation du boulevard périphérique, ses yeux se posèrent sur une affiche publicitaire géante pour le rouge à lèvres Color Riche de L'Oréal, suspendue au sommet d'un bâtiment flambant neuf. Elle fixa un instant la couleur mate et l'apparente épaisseur de la matière. Le bâton semblait érigé tel un monument, un pénis ou un étendard. Derrière lui, le visage de Laetitia Casta reflétait une lumière venue de nulle part, comme à elle seule réservée. Alors tout devint clair. Elle serait l'une de ces femmes. Elle voulait cette lumière chaude, les ombres qui sculptent le visage, la bouche pulpeuse. Dans quelques mois, l'agence fermerait et elle serait au chômage. Mais elle ne repartirait pas à La Roche-sur-Yon. Non, elle resterait ici, à Paris, parce que c'était ici que tout se passait. Elle resterait ici, et un jour, elle deviendrait célèbre.